Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dialogue littéraire printanier et gourmand. Nous nous trouvons aujourd'hui dans le laboratoire d'histoire de chocolat en pleine effervescence à l'approche de Pâques. L'occasion pour nous de découvrir de succulentes créations chocolatées mêlant produits du terroir breton et parfums d'ailleurs. Au cours de cette émission, Fanny nous proposera une chronique culinaire, écologique et artistique. Et nous retrouverons également deux écrivains, Martin Winkler et Dominique Bonnat, qui nous diront chacun quelques mots de leur dernière parution. Savez-vous ce qui réunit François Rabelais, Mikhaïl Bulgakov, Victor Ségalen, Jean-Christophe Ruffin et Martin Winkler? Tous font partie de la grande famille des médecins-écrivains. Et pour Martin Winkler, ce double métier est fondamental, tant ses romans lui permettent d'interroger la médecine telle qu'elle se pratique aujourd'hui. En 2009, il a notamment publié Le cœur des femmes. Dans ce roman, Jean Atwood, jeune interne brillante et ambitieuse, se destine à la chirurgie gynécologique. 10 ans après ce roman de formation marquant et qui plaide pour une médecine plus humaine, Martin Winkler nous en propose une suite, en 2039, dans une école expérimentale qui révolutionne l'apprentissage du soin. Retrouvons à présent l'auteur au micro de Laurane. Bonjour Martin Winkler. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Merci. Vous êtes parmi nous aujourd'hui pour nous présenter votre nouveau roman, paru aux éditions POL et intitulé L'école des soignantes. 30 ans après la vacation, puis ensuite un peu plus tard la maladie de Saxe et d'autres, votre nouveau roman entremêle médecine et féminisme. Vous nous entraînez en 2039 dans un service de psychiatrie d'un hôpital utopique et de son école de santé novatrice, à la rencontre d'Anna, le narrateur qui entame sa formation pour devenir soignante. Pourriez-vous nous faire part du moment où ce roman a pris forme dans votre esprit ? J'ai eu une idée qui est au centre du roman et que je ne vais pas dévoiler là, sur la transmission des histoires. Et puis quand je me suis mis à l'écrire, c'était un peu difficile, mais c'est devenu autre chose. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que si je parlais de transmission, je voulais aussi parler de formation aux soins. Et c'est devenu cette utopie, cet hôpital et cette ville en fait, qui ont décidé de consacrer leur énergie à soigner, et à soigner selon un idéal féministe, c'est-à-dire un idéal de soins égaux pour tout le monde. Alors votre récit se passe donc en 2034, dans un futur mais pas si lointain. Et il met donc en scène ce personnage principal qui est Anna. Pourriez-vous nous en parler, s'il vous plaît ? De Anna ? Alors Anna est un homme. C'est un homme asexuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de désir sexuel pour quiconque. Mais c'est quelqu'un qui a eu une vie assez heureuse puisqu'il a grandi entre deux mères lesbiennes qui l'ont élevé pour être quelqu'un de respectueux vis-à-vis de tout le monde. Et puis il décide d'aller à l'école des soignantes. Il n'habite pas à Tourment, la ville de l'école des soignantes. Il habite beaucoup plus loin, mais il entend parler de cette école des soignantes par une collègue. Et puis il se dit c'est ça que je veux faire. Et il décide d'y aller. Et donc il devient soignante. Il devient soignante, parce qu'à l'école des soignantes, il n'y a que des soignantes au féminin. Toutes les personnes sont féminisées. Toutes les soignantes ont leur mot à dire dans le diagnostic, dans la prise en charge des soignés et dans le traitement. Et en plus, les soignées elles-mêmes sont les premières décisionnaires de leur propre santé. Ce sont elles qui prennent les décisions finales, aidées par toutes les soignantes qui sont alentour. Et donc c'est un hôpital dans lequel toutes les personnes collaborent à la santé de celles qui sont reçues sans hiérarchie, sans rapport de force. Donc on suit au fil des pages des soignantes qui, dans l'urgence, parce qu'elles croient en la nécessité de ce qu'elles ont créé, doivent faire perdurer donc l'hôpital et l'école des soignantes. Est-ce que ici vous souhaitiez un peu faire l'éloge de la force de la collectivité, voire de la sororité ? Absolument, c'est un livre sur la sororité à l'intérieur de la communauté des soignantes. Même si une relation de soins peut être une relation unique entre une personne soignée et une personne soignante, il y a des vertus à la confidentialité. Je ne dis pas qu'il faut que... Mais la réflexion doit être collective, le travail doit être collectif, et de toute façon, c'est jamais une seule personne qui s'occupe, qui soigne une famille ou qui soigne un individu. J'ai voulu effectivement faire ça à partir d'un environnement qui me paraissait plausible, c'est-à-dire que je pense que c'est beaucoup plus plausible que ça se passe comme ça dans un environnement
où règne le sentiment de sororité et de coopération que dans un environnement dans lequel il y a des luttes de pouvoir et où les hommes cherchent toujours à avoir un statut plus élevé que l'homme d'à côté. C'est un superbe parcours que celui de Dominique Bonnat. Agrégée de lettres modernes, lauréate de plusieurs grands prix littéraires, 8e femme élue à l'Académie française, elle a construit une œuvre qui navigue entre biographie et roman. Dans son livre Mes vies secrètes, c'est sa vie d'écrivain de la vie des autres que Dominique Bonnat retrace dans un récit intime où l'on croise notamment les figures de Romain Gary, Camille Claudel ou encore Colette. Plongeons tout de suite avec l'auteur dans les coulisses de son travail de biographe. Dominique Bonnat, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la parution de votre dernier livre, Mes vies secrètes, aux éditions Gallimard. À travers un récit intime, vous nous y racontez votre vie de romancière et de biographe, les rencontres qui l'ont marquée et les grandes enquêtes que vous avez menées. Vous êtes en effet l'auteur de nombreuses biographies qui nous permettent d'approcher au plus près de la vie d'artistes tels que Berthe Morisot, Camille Claudel ou encore Romain Gary et Paul Valéry. Et après avoir mené une vie d'écrivain de la vie des autres, pour la première fois, vous décidez de nous parler à la première personne. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter la naissance de ce livre et ce qui vous a permis de dire « je » après tant de livres où vous l'étiez interdit? Oui, ce livre est né en fait de deux questions que me posaient très très souvent les lecteurs de mes livres quand je les rencontrais. Ils avaient lu des biographies de moi, que ce soit Romain Gary ou Camille Claudel ou Berthe Morisot, et les questions étaient toujours les mêmes. La première était « Comment écrivez-vous vos livres ?» Et là je répondais très facilement, je n'avais aucun problème, je répondais « Comment ?» Et la deuxième était « Pourquoi ?» Pourquoi avez-vous écrit sur Romain Gary? Pourquoi sur Berthe Morisot? Pourquoi sur Camille Claudel? Et là, je devais prendre mon souffle pour trouver une réponse, et j'allais dire même pour bricoler une réponse, parce que, en vérité, je ne savais pas très bien pourquoi. Et donc là, j'ai été amenée à prendre la parole pour pouvoir justement lever le mystère sur l'écriture, sur cette alchimie de l'écriture. Alors, dès les premières pages, même la première scène de votre livre, on s'aperçoit que la vie de biographe est bien loin de celle de rat de bibliothèque, mais qu'elle est remplie d'enquêtes, de rencontres et de voyages sur les lieux dans lesquels tous ces artistes ont vécu. Alors, ces lieux, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, nous dire quelques mots de l'importance qu'ils ont pour la biographe que vous êtes et de la façon dont les traces restent? Je suis toujours allée sur les lieux où ont vécu les personnages de mes biographies, ce qui veut dire que j'étais bien sûr à Nice, notamment pour Romain Gary, mais aussi à Palma de Majorque. Pour Camille Claudel, je suis allée dans beaucoup d'endroits, mais tout particulièrement dans l'asile psychiatrique de Montfavet, où elle a fini sa vie et où elle a passé 30 ans. Celle chez laquelle j'aurais moi-même vraiment aimé habiter, c'est évidemment Colette. Elle a beaucoup aimé la Bretagne, Colette. Elle y a vécu des années heureuses à Rosven, qui était le nom de sa maison. Il y a ce même décor d'une femme qui installe ce qu'elle appelait mon décor de scribe, c'est-à-dire sa table où écrire, sa lampe bleue, son papier à écrire bleu, son encre bleue. Et ce sont, à mon avis, les plus jolies maisons où vivre. Et puis, ce qui est passionnant dans ce livre, c'est qu'on voit qu'au fil de vos enquêtes, se tisse un lien très fort entre vous et le personnage, un lien qui nourrit bien sûr votre livre, mais on a le sentiment que ça vous nourrit aussi dans votre construction, dans votre vie. Oui, parce qu'on ne ressort pas intact en fait d'un livre, que ce soit un roman ou autre chose. Romain Gary m'a appris beaucoup de choses. Il m'a ouvert les yeux sur les relations des hommes, des femmes, sur les bonheurs et les chagrins de l'enfance. C'est lui qui m'a fait comprendre tout ça. C'est extraordinaire parce que ça donne finalement des forces, c'est contagieux. Il y a un bonheur de vivre, par exemple, chez Colette, qui est extraordinairement contagieux. Au lieu de prendre des antidépresseurs, par moment, quand on est triste, il vaut mieux ouvrir un livre de Colette. Et les livres de Colette, c'est la naissance du jour, c'est le parfum de la nature, c'est absolument la joie de vivre. Et pourtant, c'est une femme qui a eu des épreuves, des chagrins, des deuils, un peu comme tout le monde. Mais il y a toujours ce sourire de Colette dans tous les livres qu'on peut lire d'elle. Nous voici de retour à la librairie, au rayon Art de Vivre, en compagnie de Fanny. Bonjour Fanny.
Bonjour Laurence. Alors, je crois que le premier livre que tu vas nous présenter nous invite à consommer du poisson de manière gourmande et responsable. Oui, c'est ça. Alors, il s'agit de Poisson de Marie Chocat. Son dernier titre, j'avais beaucoup apprécié sur les goûters. Et là, elle s'attaque au poisson. C'est bien compliqué en ce moment de consommer du poisson à cause de la surpêche ou des poissons pollués. Mais malgré tout, les nutritionnistes nous conseillent de consommer du poisson 2 fois par semaine. Et Marie Chocat nous aide ici à les choisir et à les cuisiner. Elle propose tout un tas de recettes très inventives, très ingénieuses pour consommer du poisson en gratin, en crumble, en maquis, à base de poissons frais, mais aussi des fruits de mer, des conserves et même du surgelé ou du poisson fumé, car tout le monde n'a pas la chance d'habiter aussi près des ports de pêche. Et on reste dans le domaine du fait maison, puisque ton deuxième ouvrage nous invite à fabriquer nos propres cosmétiques. Oui, Julien Québec a lancé un mouvement de slow cosmétique il y a quelques années et il revient ici avec un ouvrage sur les cosmétiques pour la famille. Alors je pense à la femme enceinte, aux enfants en bas âge, au papa, l'huile anti-jambes lourde ou le liniment pour bébé, et même de l'huile anti-poux par exemple, des choses qui n'ont pas l'habitude de se retrouver dans d'autres ouvrages de cosmétiques. Un ouvrage finalement avec de vraies recettes de grand-mère. C'est ça. Alors on change totalement d'univers pour ton 13e conseil. C'est une collection en fait qui nous propose des biographies d'artistes. Oui, c'est ça. Alors j'ai lu assorti à la rentrée cette petite collection. Ce sont des biographies en infographie. Un travail visuel sur la vie, l'œuvre et l'univers de chaque artiste. Et il existe David Bowie et Frida Kahlo pour l'instant. Donc cette petite collection est née en Angleterre et elle a déjà une vingtaine d'ouvrages à son actif. Qui vont être traduits prochainement. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup Fanny. Merci Laurence. L'émission Dialogue littéraire se termine. Merci beaucoup de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles interviews et chroniques ou d'ici là sur notre chaîne YouTube Librairie Dialogue. À bientôt.